Bonjour YouTube, bienvenue sur ce AEW Revolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore une fois spécial, ah là là, mais Sturi, il arrête de monter des vidéos, c'est pas possible. Il vient nous parler d'AEW depuis Twitch. Encore une fois, contrainte de temps, contrainte horaire, planning colossal actuellement, vous vous en doutez. Et AEW Revolution n'est pour autant pas un show qu'il faut ignorer. Je tenais à en parler. Je tenais à dire à quel point c'est peut-être, à peu de choses près, celui qui sera dans la discussion à la fin de l'année 2025, peut-être dans les meilleurs pay-per-view de l'année. C'est mon ressenti quand j'en suis ressorti. Mais AEW, il va falloir qu'on cause sur l'ordre établi. Le haut de la carte, qui déçoit plus que le milieu de la carte. Parce que bon, AEW Revolution, il y a potentiellement 2 matchs, au moins, qui seront dans la discussion des meilleurs matchs de l'année à la fin de l'année. Là, et ce qui est génial, c'est qu'il y a un match masculin, un match féminin. Voilà. Le pinacle, bien évidemment, d'une storyline qui était particulièrement attendue entre Toni Storm et Maria May, qui nous ont, encore une fois, sidérés. Et le pinacle également de la rivalité dans ce match en cage entre Will Ospreay et Kyle Fletcher. Pour un show qui, attention, c'est à mettre au crédit d'AEW Revolution, un pay-per-view qui n'avait que 9 matchs au programme. C'est mieux que 10. C'est déjà mieux que 10. Mais on n'a pas beaucoup respiré. Ça, c'est toujours le problème avec AEW. C'est tellement qualitatif dans le ring. Ils viennent tellement jouer avec nos nerfs sur des near fall à gogo qu'à un moment, qui respire? On ne peut pas respirer. Mais on le sait, quand on regarde AEW, et ça aussi c'est important, le contexte est là, on sait grosso merdo à quoi s'attendre dès lors qu'ils arrivent en pay-per-view, dès lors qu'on a les performances de ces athlètes. Et il y a le main event. Très très discutable main event entre Jon Moxley et Adam Copeland, Cop si vous préférez, qui vit dans une autre époque, j'ai l'impression. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra. J'ai regardé, non pas en direct, mais en décalé. Je l'ai regardé pas plus tard qu'en début d'après-midi. J'ai quand même regardé le Zero Hour pour en dire un mot très très rapide. Un pré-show qui a duré 1h30, qui propose encore une fois 4 combats au programme, qui permet d'avoir toujours un petit point également sur les storylines actuelles. Il y a beaucoup de choses que j'ai moins bien suivies sur les weekly de AEW, mais je vais essayer de faire en sorte de toujours tout bien recontextualiser. Donc on est accueilli sur ce panel évidemment par Jeff Jarrett, René Paquette, l'excellentissime RG City. À un moment donné, il va falloir lui donner ses fleurs à ce monsieur, et Paul Walter Hauser, qui désormais a pris sa petite place. Voilà, il est installé, il est posé, le polo, il est là quasiment à chaque fois. Merci Adam, merci pour cet abonnement de niveau 1, merci beaucoup. Nous sommes très exactement à la Crypto.com Arena, je ne sais plus comment elle s'appelait cette arène, à Los Angeles bien évidemment. Je crois qu'il y avait pas loin de 12 000 personnes, peut-être plus, peut-être moins. Ça s'est ressenti au niveau de l'ambiance. Los Angeles répond présent à chaque fois qu'AEW s'y produit en pay-per-view, puisque là il faut dire pay-per-view. Je tiens un petit coup de chapeau à la table des commentateurs de Taz, de Tony Schiavone et de Excalibur qui ont compté parfaitement les choses ce soir-là. Nigel aussi est fantastique. Les petites incursions aussi de Jim Ross pour certains matchs étaient plutôt bien justifiées. Le pré-show, peu de choses notables. Un premier combat, je vais pas m'y attarder non plus, où notre bon ami Commander fait équipe avec Hologram qui a fait son retour, ont battu Lee Johnson et Black Christian dans un 2v2 plutôt bien rythmé. Un gros botch quand même à noter, il était catastrophique celui-là, sur le Poison Rana de Hologram sur Black Christian. On a eu très peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là? Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup trop. Allez, c'est du pré-show. Faites vos petits trucs spotty qui sont plutôt cool. Black Christian, je le trouve vraiment très très bon, très très agile à ce niveau-là. Lee Johnson, c'est une bonne expérience pour lui de se retrouver mêlé à tous ces gens. Victoire des Babyface, victoire des 2 luchadors masqués. On n'en parle plus. La petite introduction, ça fait plaisir au public sur place. Il y a eu tout au long de la soirée beaucoup de promotions pour le film Queen of the Ring qui retrace la carrière de Mildred Burke. Je m'en excuse, je ne me suis pas renseigné là-dessus. Je ne sais pas si ce film sera distribué dans les salles en France.
J'aimerais bien le voir, quoi qu'il en soit, que ce soit au cinéma ou beaucoup plus tard en VOD ou peu importe, puisque Mildred Burke est une catcheuse qui a marqué quand même, je pense, qui a lancé véritablement la popularité du catch féminin aux États-Unis, et un film retraçant cette époque vraiment pas simple risque de faire peut-être pleurer dans les chaumières. Donc AEW en fait la promotion, c'est normal. Il y a Camille, Tony Storm qui ont participé au tournage du film. Le monsieur qui a réalisé ça, bon, il a bien évidemment incité les gens à venez dans les salles, parce que si on réussit notre lancement de film, évidemment, on a un petit film indé, on a venez dans les salles, c'était de la promotion. Mais on reparlera de l'intervention de l'une des actrices plus tard dans le show, qui était un peu étonnante. Ça, je vous fais le teasing, hein. C'est probablement l'un des trucs les plus lunaires que j'ai vu sur un show de catch. C'est-à-dire qu'un acteur dont c'est le métier de parler a parlé de manière très étonnante de la discipline. On a ensuite un 4 contre 4 où les membres de l'infanterie désormais ont rejoint Shane Taylor Promotion. Alors eux, ils se produisent plus du côté de Ring of Honor, que je suis beaucoup moins, donc je ne sais pas quels sont les tenants, les aboutissants. J'ai dit Lee Moriarty tout à l'heure, c'était Lee Johnson. Lee Moriarty, c'est l'actuel champion télé ou Pure Rules, je sais plus, de Ring of Honor. Peu importe, il n'y a pas de championnat en jeu, c'est un 4 contre 4, et l'équipe qui est dans le pré-show, bah oui, vous la voyez, elle arrive, c'est l'Undisputed Kingdom. Adam Cole pré-show, baby, bah oui. Bah en même temps, il a un programme actuellement avec l'homme avec qui il va faire équipe dans un instant, à savoir monsieur Daniel Garcia, qui me fascine toujours autant, de faire son mouvement d'entrée en synchro total avec son écran derrière, c'est incroyable, ça me régale. Et il y a une rivalité babyface contre babyface entre Daniel Garcia et Adam Cole, peut-être pas la place pour les mettre en 1v1 sur la carte de Révolution. Ils se sont déjà affrontés en weekly. Daniel Garcia va, pendant le match, c'est tout ce qu'il y a à retenir, voler un tag à Adam Cole alors qu'il s'apprêtait à faire son Panama Sunrise sur Lee Moriarty, et c'est Daniel Garcia qui va donc aller lui prendre au nez et à la barbe le tombé victorieux. Une petite pause entre les deux à la fin pour se jauger, pour dire alors je t'ai bien eu, je t'ai bien pu avoir. C'est champion pure, Lee Moriarty, merci pour lui. Bah, c'est lui de toute façon qui perd le match, malheureusement. À noter que Adam Cole est en jolie forme physique, je trouve. Il est en train de se resculpter un peu, le Adam Cole, qui est très souvent sous le feu des critiques à ce sujet-là. Bizarrement, j'entends moins les gens parler quand Adam Cole est dans une belle shape. Alors, je vais m'attarder sur le positif. Adam Cole est dans une très belle shape actuellement. On les verra se produire, je pense, dans un 1v1 autour du championnat TNT un peu plus tard. Le programme est loin d'être terminé. Il n'y a pas eu de Discord, le Discord n'a pas été beaucoup plus loin. On accueille un homme qui a été blessé pendant longtemps, c'est le frère de Bandido, Gravity. Petit passage pas très remarqué chez All Elite Wrestling. Gravity qui sera d'ailleurs présent sur le show Banger Zone Wrestling qui se tiendra à Los Angeles à Las Vegas pendant le week-end de WrestleMania. Et Gravity est tout de suite accueilli par les gens de sa famille. Il y a la maman qui est là, je sais pas si c'est la fille, la sœur, bref, peu importe. J'ai pas été hyper attentif, j'ai trouvé que c'était un petit peu mignon. Et Gravity va affronter nul autre que El Nuebe, le 9 fois champion Chris Jericho. Je crois que le championnat Ring of Honor n'était pas en jeu, mais quoi qu'il en soit, Chris Jericho qui est venu accompagner de la mauvaise pomme Brian Keith et de Big Bill, ils vont tabasser le pauvre Gravity avant le lancement du match. Ce qui va faire appliquer le grand frère Bandido, avec qui Jericho est toujours en programme, malgré la victoire de Jericho il y a quelques semaines à Collision où il avait conservé ce championnat Ring of Honor. Le programme n'est pas terminé et humiliation ultime pour le petit Gravité qui s'est fait retirer son masque. Et le passage à tabac a continué, la scène était un peu dramatique, surtout avec la mère et la sœur qui sont venus justement les protéger. Il y a eu une très bonne réaction de la part du public sur l'investissement émotionnel. On sent que Bandido, il va peut-être être build pour aller chercher Jericho et prendre le championnat Ring of Honor, ce qui serait pas une mauvaise chose, ou le faire. Bah oui, vous allez tous me répondre par défaut à la Ring of Honor. Et j'écoutais Sean Rossap de Fightful dans son débrief tout à l'heure. Il y a peut-être un bon endroit pour faire ça, mais il faut attendre un petit peu, c'est pour le mois de juillet. Peut-être le faire à All In. Peut-être le faire à All In au Texas, étant donné qu'il y a une grosse communauté de fans de Lucha Libre du côté du Texas. C'est peut-être le bon endroit pour le faire. Maintenant, bah oui, ça va prendre du temps. Il y aura, quoi qu'il en soit, je crois, un gros
pay-per-view Ring of Honor pendant le week-end de WrestleMania. Peut-être qu'ils vont le faire à ce moment-là. Peut-être que Bandido sera le champion à ce moment-là et qui défendra au Texas. J'en sais rien, mais à mon sens, Bandido, il faut le foutre au Texas, à un moment donné. Et puis sauve-nous, Bandido, évidemment, parce que Jericho, dans les intentions, dans l'écriture du programme, là, c'est assez pertinent, c'est plutôt pas mal, le segment était cool, il n'y aura pas de match finalement. Mais après, bon, Jericho, après, dans le ring, c'est vrai que ça tire un petit peu sur la corde, bien sûr. Et enfin, le dernier match de ce Kick-Off 0 Hour, peut-être un de mes trios les plus gauleries, un de mes trios préférés chez All Elite Wrestling, qui est beaucoup illustré du côté de Ring of Honor. On commence à les voir de plus en plus du côté d'AEW. Johnny TV, accompagné de Taya Valkyrie et de mes amours chéris, Mansour et Mason Madden, les Maximum X Models, les MXM, qu'on salue, qu'on embrasse, MXM, pas du tout, j'en sais rien, peu importe. Ils vont affronter des babyface par excellence, puisque Orange Cassidy fait son arrivée aux côtés du sale gosse qui est The Rizzler, qui me régale, voilà, Rizzler Face, bien sûr, toujours aussi over, qui va faire équipe avec Mark Briscoe et bien évidemment Big Justice, Big Boom AJ. Big Justice, c'est le gosse, c'est son fils. Big Justice qui l'accompagne comme d'habitude. Encore une pop, alors c'était pas aussi fou qu'avec Cutie Marshall, c'est juste un 3v3. Finalement, c'était pas le dernier match de sa carrière, hein. Apparemment, il s'est exprimé en conférence de presse. Il est engagé pour pas mal de temps avec All Elite Wrestling, mais la connexion est vraiment très forte. Après, il a un statut protégé dans le 3v3, vous en doutez. Il vient faire le hot tag à la fin et tout tourne un petit peu autour de lui. Juste la connexion Orange Cassidy avec MXM donne des moments particulièrement drôles. La connexion Orange Cassidy avec le Rizzler, voilà, je me régale, je suis aux anges, je passe un excellent moment. C'est un match qui n'a pas du tout la prétention de livrer un immense banger sur le papier. C'est de la comédie, principalement. C'est pas de la mauvaise comédie pour en soi, c'est aussi Big Boom Big Justice qui vient sauver le papa avec une powerbomb sur Mansour, ça m'a fait gaulerie. Le petit face-off avec Mason Madden, avec un Mark Briscoe qui vient casser tout ça. On a terminé par la bombe du Shield, ah ouais carrément, la bombe du Shield, et après il y a eu des interventions, il y a Brian Cage, apparemment il y a une association qui est en train de se créer entre Brian Cage, Lance Archer et les Maximum... on sait pas trop, c'est un peu étonnant. Powerhouse Hobbs est venu faire le save derrière, et il y a des acteurs que je connais, des mecs du Saturday Night Live je crois, qui sont venus faire un double chokeslam, j'ai pas tout compris, mais victoire au final des babyface pour un moment plutôt feel good qui termine bien ce pré-show. C'était fun, on oubliera, on passera à la suite, c'est les pré-shows. La carte principale, alors déjà, tu vois, la carte principale elle est tellement stacked que tu vas fatalement commencer avec ce qu'on appelle communément un banger. Et la tâche a été donnée à MJF et Hangman Adam Page. Toute la construction du programme était superbe. Entre MJF, qui se fait huer, et qui ne comprend pas pourquoi les gens le détestent, alors que Hangman Page fait les pires saloperies du monde aux autres êtres humains, mais lui, vous le tirez, quoi. Mais lui, ça y est, lui vous l'aimez bien. Et il y a tout ce mal-être qui est là. Et c'est en plus deux OG de All Elite Wrestling. Ça aussi, c'était vraiment au cœur des débats, au cœur du sujet. On se doutait que la chimie dans le ring allait être bien et qu'on allait faire passer des émotions correctement. On va attaquer ça avec une très très bonne hype, et avec un clip de promo qui a été diffusé à la fin du Zero Hour, où ils ont repris Bullet with the Name on It. C'est la musique d'un vieux SmackDown vs Raw, mais musique un petit peu légendaire. Ça m'a fait bien plaisir, ça me donnait encore plus de hype pour le combat. Et on est parti, on va déjà faire un petit contre-pied aux gens, puisque c'est l'ancien thème d'Adam Page qui retentit, son ancien thème de Babyface. Et en fait c'est un leurre, c'est MJF qui a lancé le début du thème pour finalement se pointer, nous dire « Oh, c'est pas l'Adam Page que vous aimez bien ». Bref, voilà. Merde, j'ai oublié son nom. Le mec de Community, je l'adore cet acteur, il est trop fort. Il est au premier rang, il y avait pas mal de personnalités qui étaient au premier rang, voilà, vous allez me donner son nom, et je vais faire à la lasturie, il est vraiment nul, il est vraiment à l'ouest, il est vraiment... voilà, c'est Ken Jeong, merci beaucoup. Excellent, il est souvent là, lui, un ancien general manager de Raw, hein, on se rappelle. Le mec de Very Bad Trip aussi, bon, il a joué dans pas mal de trucs plutôt gaulerie, et à Los Angeles, il est particulièrement investi, bien sûr. Il aura un autre passage un petit peu plus tard avec Ricochet qui était plutôt bien. Adam Page, il s'est un peu coupé les veuches. Il a coupé un bout de ses veuches. Voilà,
ok. Ça lui donne toujours son petit style et il est particulièrement charmant. On a gardé la moustache. Ça, c'est important pour Adam Page. Même si on occupe désormais un peu plus une position de babyface désormais. Un combat qui va durer en tout et pour tout 19 minutes. Je vais parler d'un autre combat, celui qui va suivre, qui a duré 18 minutes, qui m'a paru bien plus long que celui-ci. Adam Page, MJF, évidemment, MJF dans toute sa splendeur, l'insolence à l'état pur. Non, mais le coup de zizi, c'était trop pour moi, frère. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous régales. Le move était trop gaulerie. C'est pas la première fois qu'il le sort, mais l'irrespect était total. On a beaucoup joué sur la fin de combat, notamment sur des tentatives de faux finish. Il y a eu pas mal de faux finish avec des pieds dans les cordes. Je me suis dit, ok, n'en abusons pas, mais je profite de ce plan pour rappeler la taille incroyable des semelles de MJF. Là, on le voit. Là, le mec, c'est limite, tu pourrais porter des buffalos, frère, pour ceux qui ont la rêve des buffalos. Le pied dans la corde après une buckshot lariat, le premier finish qui a été porté dans ce match, pied dans la corde. Plus tard, les tentatives de celle de la terre, on va taper des bras, on essaye des Jujigatame dans tous les sens pour faire abandonner un MJF qui commence à désespérer, à être désemparé. Monsieur Adam Page réussit lui aussi à poser le pied dans la corde. Je vais pas aller plus loin dans le play-by-play, mais là-dessus, je me suis dit, c'est peut-être pas déconnant. Il y a eu un moonsault de MJF, pardon, un moonsault de Adam Page depuis la rambarde. MJF l'a réceptionné direct en position de Tombstone Piledriver, quelque chose qui peut nous rappeler un certain Shawn Michaels et l'Undertaker il y a quelques années, où il a été porté son Tombstone directement sur une chaise qui était installée là, dans le coin des rambardes. Magnifique move, l'exécution est impeccable, le drama s'installe totalement, MJF il est prêt à prendre la victoire par décompte à l'extérieur contre 2-10, et je vous cache pas, on connaît les ficelles du catch, on sait tous que, ah là là, on fait le drama, il va revenir juste avant le compte le 10. J'ai cru, sincèrement, qu'on arrêtait le match ici. Ça a été tellement bien appliqué et on était tellement arrivé à un moment si désespéré dans le match où tout le monde avait porté ses finishes que je me suis dit, si ça se trouve, ça se finit là. Et MJF, il a véritablement buté Adam Page. Le mec est revenu. Adam Page est rentré dans le ring avant le compte de 10, à la toute dernière seconde. MJF, il en pouvait plus. Le MJF qui a crié très fort, qu'est-ce que je dois faire pour te tuer? Qu'est-ce que je dois faire pour te battre? Superbe, impeccable. Le rappel avec le Fallen Angel de Christopher Daniels. Adam Page qui prend le move de Daniels. Alors là, le screen que j'ai pris, tu te dis, MJF, il s'est croûté la tête, c'est incroyable. Mais j'espère en tout cas qu'ils ont été le plus safe possible. Le clin d'œil était très très bien, puisque Christopher Daniels a beaucoup été référencé pendant tout le programme, étant donné qu'Adam Page a mis fin à sa carrière, mais que Christopher Daniels ne lui en veut pas. Christopher Daniels s'est fait sèchement attaquer aussi dans les coulisses par MJF. Le petit clin d'œil était là, c'était super. Il lui a porté la buckshot lariat à la fin, il a remporté la victoire. Le héros, évidemment, Adam Page, qui ne va pas perdre ce match. J'étais plutôt dans un état d'esprit de voir MJF gagner ce combat pour peut-être derrière se projeter vers le très très haut de la scène. Ça sera peut-être réservé pour Adam Page pour plus tard, qui va accumuler beaucoup de momentum sur cette victoire. Il perd très très peu, MJF, attention. Il a juste perdu des programmes contre Ospreay, contre Samoa Joe, et là Adam Page. Sinon, il a enchaîné plein de wins. Hein. Il est très fort. 19 minutes de match qui régalent, que je recommande très chaleureusement, et qui ont en plus de ça, bah oui, en quelque sorte, respecté leur place sur la carte, sans en donner trop, par rapport à la surenchère qu'on va avoir derrière, et je ne parle pas de surenchère dans un aspect négatif. Derrière, on va enchaîner avec Mercedes Moné contre Momo Watanabe. Alors, il faut savoir une chose. C'est le championnat TBS de Mercedes Moné qui est en jeu. Elles se sont affrontées il y a quelques mois pour le championnat NJPW Strong du côté de New Japan, quand New Japan était venu aux États-Unis. C'était en 2024 un excellent match de catch. C'était super. En fait, quand Mercedes Moné elle affronte les japonaises chez New Jap, il se passe un truc particulier. Est-ce que c'est parce que c'est New Jap? Pourtant, c'est New Jap aux États-Unis, c'est pas la même chose que New Jap au Japon. Et quand c'est chez All Elite Wrestling, j'ai plus de mal à me convaincre de ce à quoi je vais assister. C'est très bizarre, je pense que c'est... Voilà, on a peut-être un biais de perception. Et c'est aussi assez étrange d'avoir une construction d'une Momo Watanabe qui est un peu apparue en weekly, en babyface. Parce que, pour ceux qui suivent Stardom, étant donné que Momo Watanabe vient de chez Stardom,
c'est une heel, tu peux pas être plus heel qu'elle. Mais là, elle est face à Mercedes Moné. Alors, les réactions des gens, c'était un peu du 50-50. Il y a eu des chants CEO, il y a eu des chants Let's Go Momo. Alors, Let's Go Momo, c'est toujours un peu rigolo à entendre. Ça va durer 18 minutes 18. Il y a eu une bonne histoire qui a été racontée autour des kicks de Momo Watanabe. Au début, elle galère à les passer. Quand elle les passe, elle fait mouche, ça fait très très mal. C'est toujours aussi un peu bizarre de voir une Momo Watanabe qui, je sais pas, m'a un peu fait penser à Shingo Takagi lorsqu'il était venu affronter Danielson lors de Forbidden Door, à essayer d'interagir avec le public, et c'est pas forcément naturel, c'est pas véritablement la Momo Watanabe de Stardom, qui est beaucoup plus froide et calculatrice que celle qui était un petit peu plus le divertissement chez All Elite Wrestling. Il y a des combinaisons qui étaient particulièrement cool, on va pas retirer quoi que ce soit au talent de ces deux femmes, mais jamais j'ai réussi à me convaincre, jamais j'ai été embarqué dans un suspense, jamais je me suis dit que Momo Watanabe va prendre ce titre à Mercedes Moné, et ça m'a peut-être un peu gâché l'appréciation de ce combat qui, je pense, a quand même reçu une bonne réaction globalement. Momo Watanabe finit par abandonner dans le Big Statement qui a été porté juste après son finish, qui a été plutôt bien réussi. Je suis content qu'elle ait remis over sa prise de soumission. Momo Watanabe, elle tape. Momo Watanabe, si tu suis un petit peu Stardom et si tu as suivi aussi les quelques revues que j'en ai fait, la pauvre, malheureusement, elle perd beaucoup. 18 minutes, Mercedes Moné est toujours championne, et très intriguant, le match a été observé par une certaine Billie Starkz depuis les gradins. Billie Starkz, la protégée de Athena, à qui bien évidemment on prédit un immense avenir dans ce milieu. Elle est vraiment trop trop forte. Qui mettra fin au règne de Mercedes Moné? Je pense qu'on vient de nous mettre là des petites graines pour nous dire il va y avoir Billie Starkz, Mercedes Moné, peut-être d'ici Double or Nothing, et que Athena sera celle qui affrontera Mercedes Moné à All-In au Texas. Parce que là, il y a un match avec des enjeux de streak contre streak, de titre contre titre. Ça peut être une dinguerie phénoménale. Ça peut être très très bien. Et Billie Starkz contre Mercedes Moné, je stream très très fort. Je pense que ça peut être vraiment bien. Donc attention. On enchaîne avec un autre match où il y avait une grosse implication émotionnelle. Là aussi, Swerve Strickland contre Ricochet. C'est vrai qu'il y a un schéma un peu similaire là-dedans que pour le match entre Adam Page et MJF. Grosse implication émotionnelle. Tout le délire autour de la fameuse veste. La veste de Jimmy Rave. La veste portée par les élites, les champions de Prince Nana, qu'a volé Ricochet. Et Ricochet, il est insupportable. Depuis qu'il a cette veste, il a des perfs au micro incroyables, et Sean Ross n'a pas osé le dire, parce que de ce fait, je me réfère encore à la seule review que j'ai écoutée, et à l'issue de ce match, à l'issue de ce qu'il a déjà accompli en tant que heel chez All Elite Wrestling, est-ce que, la question on peut peut-être se la poser, est-ce que Ricochet a pas été mieux utilisé pour le moment chez All Elite Wrestling qu'il ne l'a jamais été chez WWE? J'aime pas faire ce genre de comparatif, je préfère prendre ce qu'on a à prendre, et le Ricochet actuel est particulièrement divertissant. Et en plus de ça, dans le ring, il assure toujours autant. Alors il fallait évidemment que Swerve Strickland termine ce programme avec une victoire, étant donné que Ricochet l'avait battu en amont en weekly, et ça avait un peu surpris le monde. Ricochet, geste de provocation ultime, va foutre son logo dans le dos de la veste de Jimmy Rave. J'ai fait, oh putain, cette tête à claque. Il va jusqu'au bout dans la provoque. Un des pires moments du show, peut-être pire que celui du main event, c'est ce gars que je connais, j'ai pas pisté son nom, qui vient faire de la batterie pendant le thème de Swerve Strickland. C'était catastrophique. Vous étiez pas en rythme, les frères, c'était horrible. C'est le mec avec sa batterie, j'ai l'impression qu'il jouait à autre chose, et Swerve Strickland faisait son entrée, alors que Swerve Strickland, il a un des thèmes les plus insane qui soit, mais mettez-lui un casque, mettez-lui un retour au batteur. J'ai l'impression que le batteur, il avait pas de retour. Il était là, à l'instinct, à l'oreille, ouais, je pense que là, je suis bien. Là. Oh, massacre-nous pas l'entrée de Swerve Strickland, par pitié. Pour le match en lui-même, qui va durer 18 minutes, c'est un format qu'ils aiment bien, AEW. 18 minutes de bonheur, vraiment, tous les enchaînements s'enchaînent de manière super fluide. Et en plus de ça, on nous rajoute un peu de storytelling, et peut-être une fausse piste. J'osais pas y croire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent les cons? À un moment, il y a Swerve Strickland qui est en train de bastonner Ricochet à l'extérieur du ring, mais l'arbitre il compte. Il fait 1, 2, 3, 4. Et le compte, il commence à se rapprocher de Timmy No 10, et Prince Nana, il dit, il va voir
Swerve Strickland, il le retient par l'épaule. Et Swerve Strickland, tellement il est vénère, il repousse Nana assez violemment. Et Nana, enfin, il y a eu un long échange entre les deux. Swerve, il semblait s'excuser. Nana, il était vexé. Et Nana, il s'est barré backstage. Oh! Et là, je me suis dit, il tease un truc avec Nana. Et à un moment, je me suis dit, si ça se trouve, Nana, il trahit Swerve et il part avec Ricochet, même si ce serait une trahison qui ferait mal au fond, parce que l'amitié Swerve et Nana, elle est exceptionnelle chez All Elite Wrestling. Elle est très sincère, ils sont très très proches, ça marche très bien, quoi. Ricochet qui fait des nanana et goodbye, pendant que Swerve il est dégoûté, ça va bien évidemment redonner un avantage pendant un court moment à Ricochet dans le combat. Il y a Leslie Jones, l'actrice, qui a joué, il me semble, dans Ghostbusters à l'époque. Elle était totalement vénère pendant le combat, ils ont fait des plans sur elle, ça a encore un peu plus, je sais pas, amélioré ce qui se passait, le drama ambiant du match. Je sais plus quel commentateur à la table américaine qui lâche un... mais c'est qui celle-là? C'est la mère de Prince Nana, là, qui est vénère comme elle est. Je crois que c'est Nigel. Nigel, il a dit, c'est la mère de Nana. C'est pas la mère de Nana, enfin. Mais exceptionnel. Elle s'embrouilla avec Ricochet, c'était fou. Plus tard dans le combat, Swerve, il va faire un comeback. Il y a ce Vertebreaker qui a été porté directement sur la table des commentateurs, qui n'a pas pété. C'était particulièrement très très stylax. On a continué de faire intensifier le drama. Ricochet a repris l'avantage, il nous a sorti son 630, qui n'obtiendra qu'un compte de 2, et Ricochet désespéré, qu'est-ce que je dois faire pour battre Swerve Strickland? Qu'est-ce que je l'aime bien ce Ricochet, la vache. Et Nana, il est revenu à ce moment-là, pour piquer la veste de Ricochet. Peut-être que leur embrouille s'était prévu depuis le début. Nana, ça reste un bon gars, il pique la veste de Ricochet, qui est en réalité sa propre veste. Et Ricochet, de ce fait, il se laisse distraire, il va chercher la veste, c'est ma veste, etc. On se bat pour la veste, il va mettre la veste. Ça, c'était bien. Juste pas se battre sur la veste, mais juste la porter là pour essayer de terminer Swerve, qui vient de voir que Nana, finalement, l'a pas trahi. Nana, il revient encore sur la veste, il lâche pas le rinté. Ça permet à Swerve. Dans un premier temps, il fait un petit roll-up pour un compte de 2. Je me suis dit, ok, on va pas finir juste après sur un roll-up. Non, on va enchaîner, on va continuer la gradation. Il y a un vertigo aussi qui a été porté de Ricochet qui n'obtiendra qu'à compte de 2. Il a porté la big pressure, le gros coup de pied, la grosse talonnade, et il va enchaîner derrière avec son finish, hop, planté sur la tête, planté comme un navet. 1, 2, 3, victoire de Swerve Strickland. Ce match, j'ai oublié de le préciser, était un number one contender match pour le championnat AEW World. J'ai pas pisté à quel moment de la storyline c'était sur le tapis, mais très content que Swerve de se faire remporte ce match et reprenne une position d'aspirant numéro 1 au titre. Parce que la vache, Swerve, c'est de l'or en boîte, hein, ça marche très très bien. Swerve, il est particulièrement over. Il est particulièrement chouette. Et gigantesque moment de communion à la fin, où Swerve récupère la veste de Ricochet pour la remettre à Nana. Et les deux hommes derrière s'embrassent, et ça danse, et c'est trop bien. Pa. J'avais l'impression là de voir Swerve quand il s'est mis à genoux pour remettre la veste à Nana, que c'était l'Undertaker qui remettait Léon à Paul Bearer. Voilà, j'ai fait une comparaison à la con, parce qu'évidemment la symbolique est pas la même, mais en termes de connexion, on est quand même sur quelque chose de très très fort. Ouais. Woo's House, Swerve House, c'était excellent. Je me suis dit courage à ceux qui vont passer derrière ça. Mais c'est quelque chose que j'ai dû dire à plusieurs reprises. Je pense qu'on va attendre le pay-per-view. Bravo. Kazuchika Okada défend le championnat continental contre Brody King. Après avoir tapé en Australie Buddy Matthews, maintenant on s'attaque au gros bébé de ce qui reste de anciennement la Maison du Noir. Désormais c'est quoi, les Hounds of Hell, je crois le nom de l'équipe de Brody King, de Buddy Matthews et de Julia Hart, qui est allée sur le cul au dernier épisode, je sais plus si c'était de Dynamite ou de Collision ou l'avant-dernier, contre Queen Aminata. Si on peut refaire démarrer le projet Queen Aminata, je ne dis pas non. Que j'embrasse, que je salue. Kazuchika Okada contre Brody King. Alors un Kazuchika Okada qui va se faire pendant ce match démonter par les gros atémis de Brody King. J'ai vibré à chaque fois que les mecs se rentraient dedans. C'était particulièrement rude, et un Kazuchika Okada qui va emporter d'immenses séquelles sur le torse. Il était rose fraise. Il avait aussi, je crois que c'est après un assaut dans une des barrières de sécurité, ou peut-être dans un escalier.
Il avait aussi une espèce de coupure au niveau du bras et je me suis dit, putain, avec sa coudière, avec les frottements de sa coudière, ça devait être particulièrement désagréable. Kazuchika Okada, je pense qu'il avait hâte que ce match se termine parce qu'il a pris très très cher pendant le combat. Mais ça a valorisé Brody King. Heureusement pour Kazuchika Okada, ça ne durera que 11 minutes. On est d'accord, on a fait retomber un petit peu la pression sur ce match. Alors, utiliser Kazuchika Okada pour faire retomber la pression, c'est quand même assez prodigieux. Il va, après un bel effort quand même de Brody King, remporter la victoire après son Rainmaker 1-2-3, on n'en parle plus, on voit la petite échymose là qu'il a sur le bras. Alors Kazuchika Okada, là encore, il n'y avait pas de surprise, c'est un petit peu comme pour Mercedes Moné, je me doutais pas que Brody King allait faire l'exploit, mais il faudrait quand même que Brody King il gagne un truc un jour, ce serait quand même plutôt stylax pour lui. Okada, je pense qu'il va être dans ce spot un peu réservé pour aller affronter bien sûr Kenny Omega à All-In. Mais Brody King, quel superbe catcheur. Mettez-le dans le G1 Climax chez New Japan l'année prochaine, enfin cette année, cet été. Faites quelque chose. On va continuer de souffler, c'est le petit ventre mou en réalité. Le Hurt Syndicate, les champions par équipe de All Elite Wrestling, défendent contre les Outrunners. Alors, on n'a pas fait beaucoup de reviews de All Elite Wrestling, mais le Hurt Syndicate, ils ont pris les titres assez facilement au private party il y a quelques semaines. Pour l'instant, ils font leur petit bonhomme de chemin, et malgré leur statut de heel, dans l'idée un petit peu arrogant avec MVP, etc., ils sont là pour blesser des gens. Et leur thème d'entrée est désormais un immense banger chez All Elite Wrestling. Quand ils font leur entrée et que tous les gens chantent Weird People, c'est incroyable. Je trouve ça fou. Les Outrunners sont devenus aspirants au titre parce qu'ils ont battu ceux qui étaient en pole position pour aller défier le Hurt Syndicate, et je pensais que la feud allait les amener là, Lance Archer et Brian Cage. Les Outrunners, ils ont fait l'upset. C'est une équipe plutôt populaire, les Outrunners. C'est pas incroyable dans le ring, c'est pas fifou non plus. Mais évidemment, contre le Hurt Syndicate, ils ont pas la moindre chance, les Outrunners. Toujours aussi gaulerie, leur entrée façon années 80, tout ça, ça me régale, c'est une équipe colorée. C'est bien, c'est une équipe qui s'est vraiment sortie du lot chez All Elite Wrestling et je suis pas mécontent de les voir dans cette position, surtout dans une carte où à ce moment-là, je l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être besoin un peu de souffler. Le Hurt Syndicate, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, c'est un très bon spot pour la division tag, mais on va pas se mentir, bon, le match ne durera que 8 minutes 40. Il y a eu un petit moment où les Outrunners ont commencé à les mettre en difficulté, ils ont juste passé la seconde, ils ont remporté la victoire. On n'en parle plus, ils restent champions. Ça restera peut-être anecdotique. Ils sont ouverts par contre avec le public. Mais dans la division par équipe, au niveau de la compétition pour aller les chercher, on a connu des plus grands moments chez All Elite Wrestling. C'est peut-être, en effet, l'une des périodes autour de cette division tag les plus creuses. Voilà. En attendant peut-être le retour des Young Bucks, qui, à part leur petite incursion chez New Japan en début d'année, ne sont pas réapparus chez All Elite Wrestling, ce qui est quand même assez surprenant. Par contre, on a bien soufflé. Et c'était en fait un tapis rouge dévoilé pour Toni Storm, qui défend son titre de championne woman d'All Elite Wrestling contre Maria May. Fin d'une trilogie. C'est plus le cinéma maintenant, c'est Hollywood. On va donner au peuple un Hollywood ending match dans un Fall Count Anywhere. Donc on pouvait faire le tomber absolument partout. Les 2 premiers matchs entre les deux étaient sensationnels. Peut-être l'une des meilleures rivalités féminines, la meilleure rivalité féminine chez All Elite Wrestling. Peut-être l'une des stories de l'année 2024 qui se poursuit encore en 2025. Un match où il fallait avoir le cœur bien accroché. Vraiment âme sensible, s'abstenir. Je pense que pour YouTube, je ferai peut-être du noir et blanc pour la rediffusion de certaines images. Sur Twitch, on s'en fout. On aime la violence, on aime le sang sur Twitch, on n'aime pas le sang. Bon, parce qu'il va y en avoir. Maria May, déjà qui vient en tenue de mariée, avec le petit hôtel, la photo de elle qui trahit Toni Storm. Voilà, quand on parle des turns les plus importants de l'histoire du catch, celui-là, on va pas l'oublier non plus. Ça, c'était totalement fou. L'image, le fait de l'avoir ressorti à ce moment-là était trop cool, avec des die, Maria die écrits sur son visage, et une Toni Storm qu'elle va même pas laisser faire son entrée, elle va aller l'attaquer directement. Pas de moment de communion avec le public pour le moment. Maria May lâche pas le rinté, elle pose des gros problèmes à Toni Storm. À un moment, elle veut sortir un taser, la meuf, elle veut taser Toni Storm, et c'est Luther qui vient récupérer le taser et qui se fait balancer sur une table, qui ne pète pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, la table, elle a roulé en arrière. Et le pauvre Luther, je crois, il est tombé sur la nuque, il a dû se faire mal. Mais bon, c'est un ancien catcheur de deathmatch, Luther, je pense qu'il est plus à ça près. Direct, premier gigantesque spot, c'est pour dire on va commencer directement en a rocket, on va commencer avec un lance-flamme, on finira probablement avec un bazooka.
on fait déjà un gros spinebuster à travers une table en contrebas depuis la rampe d'entrée. En plus, elle peut tenter le tomber, Toni Storm compte 2-2. L'action va revenir au ring. Pendant ce retour au ring, Mariame, elle surprend Toni Storm, l'angle de caméra ne rend pas justice, avec un Storm Zero porté sur les escaliers d'acier. C'est un immense tournant du match parce que on est vraiment dans les premières minutes. Toni Storm est déjà la tête en sang. Et elle a Juice. Même elle, il y a eu des plans sur elle où elle s'est dit « J'y suis peut-être allé fort. » ça va être dur. Ça va être long. Il va falloir tenir la cadence. Parce que elle s'est pas ratée pour le coup. On continue le drama évidemment. En plus de ça, le move qu'elle prend après quand elle la remet dans le ring, elle vient lui attacher les jambes dans le coin, elle la fait pendre la tête en bas. Et il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour l'afflux de sang que de se retrouver la tête en bas après un job. Je me suis dit... Sérieux. Elle se prend le coup de cul dans le coin avec une chaise devant. Ok, on est bien. Toni Storm, elle va réussir à faire des comebacks. Et là, les mecs, elles nous ont fait Taipei dans Kickboxer. Elles nous ont sorti des seaux. Normalement, des seaux de champagne. C'est un petit peu en lien avec toute la storyline, bien sûr. Seaux de champagne dans lequel il y avait des tessons de verre. Et elles se sont mis du tape, du double adhésif là sur les mains. Et elles ont commencé à se menacer, à se faire Taipei. Et à se foutre des beignes avec des morceaux de verre au bout des... J'ai fait « What ?» Mais on revoit toute la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce qui se passe? La gueule en sang hein, de Mariame, de Toni Storm, c'est impressionnant. Alors elles se font des esquives qui sont pas forcément très très jolies. Mais finalement, Toni Storm, elle arrive à mettre une petite baigne à Mariame qui va la cut pour la suite. Et de ce fait, on est un partout. On va chercher des morceaux de tessons. On a renversé des tessons partout sur le ring. Je me suis dit, ça y est, place à la barbarie. Il faut un... C'est plus un film, c'est un film d'horreur. C'est devenu gore. C'est mettez les enfants à l'abri. On est parti se régler son compte une bonne fois pour tout, à la vie, à la mort. Et la haine, évidemment, était plus que présente. Après, tu veux conclure une rivalité aussi épique, c'est sûr que tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour y arriver. Et les meufs, elles ont offert un spectacle que j'ai trouvé à la fois terrifiant, mais aussi fascinant, quoi. Ça va aller chercher des finishes de Mariame sur les tessons, des dégagements contre 2-2 incroyables. La caméra, elle a fait une production vidéo, mes aïeux, qu'est-ce que c'était impressionnant. Alors oui, pour les gens qui n'aiment pas trop ce genre d'effluve de sang, etc., désolé, mais en même temps, c'est du catch, c'est violent. C'est For the Psychos, comme c'est écrit sur la pancarte au premier rang. Storm Zero sur les tessons, dégagement contre 2-2, ça va trop loin. Le drama, le cinéma, la fameuse chaussure qui avait coûté l'amitié de Mariame envers Toni Storm. Quand elle l'avait poignardé avec cette chaussure. Oui, on peut dire, elle l'a poignardé avec son talon. Toni Storm l'a récupéré. Et on a remonté la rampe. On est revenu où tout a commencé, où il y avait la rampe d'entrée. Et elles se sont remis à l'endroit où justement il y a eu ce fameux spot qui avait tout déclenché. Avec une Mariame qui réclame la pitié à Toni Storm. Pour la surprendre derrière, lui porter son finish. Là encore, pour un compte de deux. Le Crimson Mask, là encore, de Mariame était totalement fou. La production régale. Et on va terminer le match par un Storm Zero à travers cette table qui était positionnée sur le stage d'entrée. Une table sur laquelle il était écrit The Hollywood Ending. Et on termine ça en 13 minutes. C'est pas un match très long. C'est pour un match hardcore. Là, on va utiliser le terme. C'était particulièrement bien rythmé. J'en ai eu des frissons. J'ai adoré le côté émouvant de la chose aussi. Et il y a eu une promo backstage plus tard de Toni Storm qui a dit que Mariame lui manquait déjà. Et elle lui a dit adieu mon amour à la vie, à la mort, bref, peu importe. Et c'est vrai que là, elles sont obligées désormais de prendre des chemins séparés, quoi. Et c'est vrai que ça va nous manquer. Hein. C'est vrai que le final était parfait. Absolu de cinéma. On est... Parce que ce match vient ponctuer la grosse rivalité. Dans mon cœur, ça sera un 5-star. Mais ça pourrait pas être un 5-star s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y avait avant. Tu vois, c'est pas un match que tu dois voir hors contexte. Si t'as tout le contexte, si t'as été investi dans l'histoire que les deux femmes ont racontée en se volant leur identité, etc. Il y a eu également dans le clip de Feud, il y a eu une espèce de générique qui a défilé avec
Dans le rôle de Tony Storm, dans le rôle de Mariamé, dans le rôle de Tony Storm, Mariamé, dans le rôle de... Voilà, RJ City aussi qui a... C'est pour ça que je lui rends tout de suite ses lettres de noblesse. RJ City qui a beaucoup contribué à l'écriture du programme. Non mais vraiment, bravo. Bravo. Ça méritait le main event. Clairement. Oh là là là. Oui, tu rajoutes en plus Mina Shirakawa et tout ce qu'elles ont fait. Non, non, non. Franchement, elles ont fasciné. Bravo, Mena. Rien à dire, je passe mon chapeau. Comment passer après ça? Ah oui, j'ai oublié. The End à la fin. Oh, c'est les petits détails, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est incroyable. Comment passer après ça? Enfin, on envoie Kenny Omega contre Konosuke Takeshita. Mais vous voulez notre mort en Elite Wrestling? Personne qui passe après ça. Même Omega et Konosuke Takeshita, ils passent pas après ça. Et pourtant, ils passent quand même. Petit clip de feud, évidemment. La rivalité entre les deux hommes, elle date. Elle date déjà du tutorat de Kenny Omega, à l'époque de Dramatic Dream Team, où Konosuke Takeshita, il a fait ses armes à 16 ans, là. Et Kenny Omega, il avait déjà vu que le gamin, c'était le successeur. Tu remontes après, toute leur histoire chez All Elite Wrestling, Konosuke Takeshita qui a trahi tout le monde pour aller chez Don Callis. Il fallait fatalement que les deux hommes se recroisent. Et Omega, de ce fait, était resté quand même sur un échec face à Konosuke Takeshita. Donc, le titre international est en jeu. Konosuke, en tout cas, a eu un très chouette règne. Et en fait, ce qui m'a tout de suite remis dedans, c'est la grosse entrée méga stylax de Kenny Omega. Déjà que le thème d'entrée est exceptionnel, mais en plus de ça, là, on lui a rajouté de la pyrotechnie. J'avais l'impression d'être à un concert de Rammstein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'était totalement fou. Konosuke Takeshita, alors accompagné par Don Callis, bien évidemment, l'enflure qui ira à la table des commentateurs, a un flow légendaire. Ça ne bouge pas. On va leur laisser beaucoup de temps, j'ai trouvé. Peut-être trop. Ça, il y a eu tout un aspect de ce combat où je me suis dit, vous êtes trop fort. Vous racontez en plus une histoire qui, à mon sens, est évidente. C'est Kenny Omega qui a mal au ventre parce qu'elle a la diverticulite, bien sûr. Tu vois, il y a tout ce côté drama dès lors qu'il se prend des coups dans l'abdomen. Et t'inquiète pas que Konosuke Takeshita, il y va à fond la caisse. Et tu vois, même s'il a fait ce gros match chez New Japan et qu'il est revenu aussi à un très très bon niveau dans ses autres performances chez All Elite Wrestling, il y a toujours cette petite crainte en nous de savoir est-ce que Kenny Omega il peut toujours aussi bien deliver qu'à l'époque. Et je pense que ça il l'a perçu, tu vois, dans notre ressenti, parce que c'est exactement l'histoire qu'il nous raconte. Est-ce qu'il peut encore faire ces incroyables bangers? Et t'inquiète pas, hein, il y va. Hein. Sur certaines séquences, il est fluide, ses coups ont toujours énormément d'assaut, toujours autant d'impact. Je vais aller beaucoup plus loin dans le match parce qu'il y a quand même cette espèce de Falcon Arrow qui a été porté sur la tranche d'une table posée à l'extérieur du ring. Le teasing autour de la table était pas trop mal, mais gigantesque drama lorsque Kenny Omega il vient s'effondrer justement la partie basse du ventre sur ce truc-là. Et moi j'ai encore plus mal étant donné que Kenny Omega et moi on partage le même problème de côlon. Hein, vous êtes ravis, hein, la diverticulite, bien sûr. Mais Omega il s'en sort quand même. Et vraiment, grosse justice rendue également à Konosuke Takeshita qui suracte très très bien les dégagements de Kenny Omega, les comebacks de Kenny Omega. Konosuke Takeshita, qu'est-ce qu'il fout encore au milieu de la carte là? Allez, main event, Konosuke Takeshita, il est fantastique. Quel début d'année aussi pour lui, hein, qui pour l'instant, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a touché, ça se transforme en or. Fin de match, vraiment haletante. Les suspens se sont créés. Les One Win Angel ont été contrés. Il y a encore une fois des Poison Rana cette fois-ci qui se sont mieux déroulés qu'en Australie. Grosse surprise en revanche, c'est terminé le combat sur un crucifix spin. Alors le but du catch, ça reste quand même de gagner un match. C'est peut-être quelque chose qui protège, le move protège peut-être aussi Konosuke Takeshita quelque part. Et c'est bien de ne pas avoir fait d'avoir fait cette espèce de finish là, étant donné que c'est le seul sur toute la carte. Tu vois, si c'était One Win Angel, je trouve ça faisait vraiment perdre de la superbe à Konosuke Takeshita. Sur une technicalité, avec un Kenny Omega qui est très malin, qui réussit un excellent compte sur son crucifix spin et qui remporte la victoire. La finalité, elle est là. Konosuke Takeshita va pas chercher à récupérer sa hit derrière, il est juste déçu. Il est rejoint par Don Callis qui a fait un super travail de promotion pendant tout ce match. Il y a eu plein de moments où Don Callis, tu sais, il enlevait son casque à la table des commentateurs et on se pensait, tu sais, en écoutant qu'il allait intervenir ou autre, mais finalement non. En fait, il était concerné par tout ce truc. Tellement il croyait en son champion, mais finalement c'était un échec pour lui. C'était super. C'était trop bien. C'est excellent match, mais quand même 28 minutes. Ouais, 28 minutes. C'était un peu long. Mais par contre, ils ont du jus. Il y a
Omega, bon, je pense qu'il va bien dormir cette nuit. Je pense qu'il est capable d'aller faire des trucs encore plus fous derrière. Mais ce 28 minutes-là, quand tu sais qu'il reste plus que 2 matchs sur la carte et que le suivant, c'est celui-là, tu sais que t'es parti pour un petit marathon aussi. Tu sais que t'es pas parti pour 10 minutes. C'est là, tu vois, dans l'ordre de la carte, dans l'ordre des matchs, s'il fallait envoyer quelqu'un en casse-pipe, c'était peut-être les Hurt Runners contre le Hurt Business à mettre là. Enfin, les pauvres. C'est... Will Ospreay contre Kyle Fletcher. Avec toujours Don Callis impliqué, évidemment, pendant l'entrée de Kyle Fletcher. Bien sûr. La rivalité, elle est aussi personnelle et dans un autre registre tout aussi folle que celle de Mariam et de Toni Storm. Kyle Fletcher, longtemps, ça a été le protégé de Will Ospreay. Il l'a trahi, la trahison était superbe. Les éléments de leurs différents affrontements qui sont repris de match en match, ça me régale énormément. Qu'on arrête de dire que c'est juste des spotters, des mecs comme Ospreay, etc. Ils sont précis, ils font des refs. Voilà. En fait, tout est une question de contextualisation, encore une fois, et j'insiste là-dessus. Vivre des shows de catch juste à travers les réseaux sociaux et des extraits que tu peux voir sur les réseaux sociaux, c'est bien pour te tenir informé. C'est bien pour voir des trucs jolis. Mais je pense que tu peux pas être capable de te faire un vrai avis sur ce qui se passe. Et si tu reprends un petit peu tous les éléments, toutes les grilles de lecture que tu peux avoir si tu as vu tous les matchs, en fait, on vient récompenser ton attention d'avoir, peut-être en effet, dépensé ta thune pour aller regarder les pay-per-views de la Elite Wrestling. Déjà, le visuel de début de match avec les catcheurs chacun de leur côté debout sur la cage, parce que je le rappelle, c'est un match en cage, ça a fouté les frissons. Catchez pas, ça sert plus à rien en fait. Tout le public est debout, ça chante Ospreay. Apparemment, Ospreay, c'est pas un draw. Apparemment, Ospreay, ça marche pas chez All Elite Wrestling. J'en sais rien. Il fait qu'un avec le public. La connexion, elle est folle. Kyle Fletcher, il se fait huer jusqu'au bout de la Californie. Le Protostar, par contre, il est trop fort. Le Protostar, il a un glow-up de zinzin. Bon, là aussi, évidemment, match au cage, grosse violence. Assez tôt dans le match, Will Ospreay, ça va joycer après un lancer dans la cage. Et le regard possédé, totalement psychopathe de Kyle Fletcher m'a filé des frissons. Et ce con derrière, après avoir foutu Ospreay la tête en sang dans la cage, lui, il vient lécher la cage. Lui, c'est le genre de mec, allez, ça lèche une cage. On fait pas ça, enfin. Je veux bien, avec Hangman Page, ça boit du sang. Et là, je me suis dit, oh, putain, imagine. Vu qu'ils vont partir sur d'autres programmes par la suite, imagine Kyle Fletcher contre Hangman Page. Oh, parce que là, il va sortir de son arc Ospreay. Kyle Fletcher. Il va pouvoir aller affronter d'autres gros noms. Et là, on se dit, mais ça va être trop bien. Ça va être exceptionnel. On va tellement bien manger. Il y a encore plein de connexions qui n'ont pas été faites qu'on va faire. Alors, il y a du très bon catch. Il y a des callbacks à tous leurs trucs. Tout le monde va finir par saigner, c'est un bordel. Le Crimson Mask d'ailleurs qu'avait Kyle Fletcher sur le visage, où en fait il a pas, tu vois, c'est pas du sang éparpillé partout. Lui, il avait des lignes de sang. J'avais l'impression de regarder Hellraiser. C'est fou. Ils peuvent pas faire mieux. Fait de match notable. Après, vraiment 15 déjà bonnes minutes de catch. Où ils utilisent très très bien la stipulation en cage. Will Ospreay, il veut faire des springboards, il se dit j'ai pas le recul nécessaire donc je peux pas les faire. Donc les commentateurs, ils enchaînent très bien en disant oh là là, mais comment il va faire? C'est vrai que c'est une autre habitude de catcher pour lui. C'est rare de le voir dans des combats en cage. Bah non, les deux là, c'est pas tous les jours qu'ils sont dans une cage pour faire des 1v1. Donc c'est aussi un peu nouveau, c'est un nouvel environnement. Il y a Mark Davis qui est arrivé. Est-ce que c'était bien nécessaire la participation de Mark Davis dans ce combat qui est venu sans qu'il y ait personne qui lui dise rien? Il est venu, après une tenaille, il a ouvert la cage. Et il a donné un petit sac de sport avec des armes dedans. Mais Will Ospreay va réussir à se débarrasser de Mark Davis et c'est lui qui va jouir des petits objets qu'il y a dans la cage, qu'il y a dans le sac. Allez, hop, ça dégage. Il lui met un coup de pied là à la cage dans la gueule, hop, ça dégage. Mark Davis. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il y a une batte avec du barbelé. Bah, de toute façon, vu dans quel état les deux mecs sont déjà, allons-y gaiement. Petite batte barbelée. Et là, je me dis, on est sur le même show où un match avant ça, un match avant le match d'avant, on a eu putain de Toni Storm Mariamé qui était une avalanche de violence totalement folle. Il va mettre les coups avec la batte de barbelé, il va faire une référence à Mick Foley, il va aller dans le coin, il va avoir un bon zoom caméra, il va faire un petit bang bang. Bah ouais, j'aime bien la petite ref, évidemment, ça fait plaisir. Jusqu'au point
de voir, il y a encore des contres, hein, il y a encore des trucs incroyables, j'occulte des choses malheureusement dans mon play-by-play, j'ai pas le choix, sinon regardez le match. Le petit moment un petit peu marquant, tu vois, où on pose un petit peu plus le truc, c'est United Empire, on s'excuse, on met le petit brassard, on fait le symbole, tu vois, que je sais jamais faire. United Empire, je suis désolé Kyle Fletcher pour tout ce qu'on a vécu. Will Ospreay, il en a plus rien à foutre, il veut juste le buter. Et Mark Davis fait son retour dans la cage. Ah bah oui. Alors Mark Davis, lui aussi, hein, je pense que c'était c'était le dress code pour rentrer dans la cage. Lui aussi, il vient avec Crimson Mask, le visage ensanglanté, juste avec le coup de porte. Et il s'est pas raté, Mark Davis, hein, il y a été franco. On vient travailler ensemble, aussi open. Ils sont prêts à faire leur finish en équipe. Ospreay, je sais pas comment il a fait son compte. Il a réussi à sortir un Poison Rana de je ne sais pas où sur Kyle Fletcher. J'ai fait ok. Derrière, il va mettre un Hidden Blade sur Mark Davis, qui a la chaise en plus devant lui. Il le bute, il le dégage. Et les arbitres, ah ben là, ils se réveillent. Enfin, on vient verrouiller la cage pour plus que Mark Davis il intervienne. Bon, pour moi, c'était la petite ficelle scénaristique pour amener des armes dans le match qui était peut-être pas nécessaire. Il aurait peut-être fallu trouver un autre moyen pour le faire. Will Ospreay, on est quand même à, je pense à ce moment-là, 20 bonnes minutes de match. Will Ospreay, lui, fait des wall jumps. Il s'est cru dans un Mario. Il fait des wall jumps sur la cage pour aller porter des Husk-cutters. Quand il a été sur la 3ème corde, qu'il a pris appui sur la cage pour aller faire un Husk-cutter, j'ai fait mais what the fuck? Qui a fait ça avant lui, quoi? C'est pas suffisant, ça fait compte de 2. Le compte Fletcher, il veut se sauver. Ospreay le suit. Et en fait, il récupère en haut de la cage le fameux tournevis de Don Callis. C'est le fameux tournevis de toutes les trahisons des tournevis, tout ça. Le visuel, là aussi, de Kyle Fletcher. Les yeux de gorgée de sang. Comme le juge de mort dans Roger Rabbit. Bon, chacun ses refs. Qui vient armer son coup de tournevis pour planter Ospreay. Ce con, il le plante dans la tête. Il le poursuit, il lui met des coups dans le dos, etc. À la fin, il le plante dans le turnbuckle, il reste en contrôle sur l'action, il sort des punaises. Dans le sac de sport, il y avait des punaises. J'ai fait, mais c'est bon, quoi, ça va aller jusqu'où? Calmez-vous. À un moment donné, séquence encore une fois totalement lunaire. Styles Clash dans les punaises. Non, mais tout ce qui a été construit en amont pour amener au Styles Clash dans les punaises. J'ai hurlé. Et c'est pas la seule fois que je vais hurler dans ce match. J'ai dû contenir mes hurlements parce qu'on était en pleine nuit. J'ai fait, on fait pas ça. Style Clash dans les punaises. Il y a des plans, il a des punaises dans le slip et tout. J'ai fait, il faut y aller, hein. Il faut en avoir envie, hein. 1-2 dégagement. Oh, le plan des punaises sur le torse, etc. Ah, les punaises, elles ont pas fait semblant. Pop. On remonte tout en haut de la cage. Will Ospreay, il a récupéré le tournevis. On va se mettre des petits coups de tête, etc. Ospreay va prendre l'avantage. Puis la cage, elle est haute, hein. C'est pas une petite cage, hein. Ils sont, je sais pas à combien de hauteur elle est cette cage, mais ça déconne hop. Et là, les cons, il faut quoi? Je les vois en train d'armer le truc. Ils se préparent pour faire un Spanish Fly depuis le haut de la cage, mais j'ai fait, mais ils sont pas bien. À ce moment-là, on en a pas besoin. Allez pas vous tuer, faites pas ça. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de... T'as vu la hauteur pour aller faire un style... Il n'y a pas une table en dessous, tu vois. Une table, on dit toujours, c'est plus violent, mais ça amortit, tu vois, un peu le choc. Il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien. On y va. Allez. Et ils y ont été. J'ai eu peur pour Will Ospreay. Je crois qu'il est un peu mal retombé. Il est un peu retombé de côté et j'ai eu très peur d'une dislocation de l'épaule ou ce genre de truc là. Apparemment, il était en capacité de poursuivre et j'espère que ce n'est pas juste l'adrénaline qui l'a fait poursuivre et qu'on aura des nouvelles rassurantes après ce bump. Est-ce qu'il était de trop ou pas? Quoi qu'il en soit, ils l'ont fait pour le business, ils l'ont fait pour venir sublimer potentiellement l'un des matchs de l'année qui termine là aussi peut-être une des rivalités de l'année. Et ils la finissent pas comme ça, tu vois. Il fait pas le pin derrière. Il est juste en état de colère totale. Il est dans le coin, il veut aller armer l'Hidden Blade. Il y a des focus caméra incroyables. Il y a Kyle Fletcher qui se relève et qui lui hurle au visage qu'il le hait. Je te déteste. Je te déteste. Il y a quelques F-bombs qui sont lâchés, etc. Voilà. Hidden Blade dans la face. Et aucun remords. Le putain de Tiger Driver. Pour conclure les débats. 1, 2, 3. Victoire de Will Ospreay. Oh. Waouh. Excellent match. Je n'ai pas d'autres mots. Là encore,
vous allez bien trop loin. Quand Will Ospreay, en plus, il a eu une intro un peu spéciale sur son thème où ils ont insisté sur... il est sur un autre level. He's on another level. C'est exactement ça. Il n'y a pas assez d'étoiles. Je sais pas combien il en recevra et peu importe en fait, je m'en fous. J'y prête de moins en moins d'importance. Je me dis, les étoiles aujourd'hui, c'est bien, c'est un bon guide pour des gens qui découvriront le catch dans 5, 10 ans, 20 ans. De dire qu'est-ce qu'il y avait comme bon match de catch il y a 20 ans et qui retombe sur ce combat parce que tonton Dave il a fait des références et il classifie les trucs et c'est repris sur des cage match, des sites qui répertorient des trucs. Moi, ça m'a aidé à aller découvrir beaucoup d'excellents vieux matchs que j'avais loupés des années 80, des années 90. Il y avait moins de 5 stars déjà à l'époque, mais c'est de la recommandation. Et bien sûr, ce match est très recommandé. Et il sera peut-être en discussion à la fin de l'année pour les meilleurs combats de l'année. C'est juste que là, au niveau de ce pay-per-view, on est sur du quasi sans faute. Je suis même pas loin de dire du sans faute parce que les petits espaces qu'on a eu pour souffler étaient bien pour souffler. Ce match a duré 29 minutes, qui était particulièrement justifié pour le coup. Peut-être un peu plus que les 28 minutes de Kenny Omega Konosuke Takeshita, qui était très très bonne elle aussi. Attention, on est sur Omega Konosuke Takeshita dans un 4,5 dans mon livre, facilement. Ospreay, Kyle Fletcher, on n'aura pas assez d'étoiles pour toutes les compter, quoi. Alors ouais, le problème c'est qu'il reste un match, quoi. Il reste un match, il reste Jon Moxley contre Copp. Mais avant ça, on est reparti voir les gens de Queen of the Ring, là, le producteur et tout ça. Lui, il a dit, j'ai un petit peu trop parlé, je vais laisser les actrices du film parler. Et il y a cette meuf que je connais, App, qui vient nous lâcher qu'après cette soirée, après avoir participé au film, elle a appris un truc sur le catch. Son expérience lui a appris un truc sur le catch. C'est que le vainqueur, il est décidé à l'avance. La meuf, elle lâche ça. What? Tu sais, on s'est tous regardés, je crois, à ce moment-là. On a... Qu'est-ce que... Quoi? Mais attends, t'es au cœur du film. Quand on va au cinéma, si tu m'invites, si je fais figurant sur ton film, j'arrive pas à un moment en plein milieu de la scène et je te dis c'est bon, coupé et on garde la prise. La meuf, elle vient nous dire ça. J'ai fait... Hein? Bon, c'est tout, hein, on va pas non plus s'énerver. Tant mieux, elle a appris quelque chose. Elle a participé à un film, elle a appris que le catch était... que le vainqueur était déterminé à l'avance. Mais viens pas dire ça à l'antenne pour faire ton intéressante, s'il te plaît, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça, tu veux du pain. Bon, je lui en veux pas, c'est une erreur. Mais AEW, par pitié, quand vous avez des célébrités, que vous devez leur tendre le micro, briefez-les un minimum. Enfin, et surtout, t'as participé à un tournage pour un film, t'as été actrice d'un film sur le catch où il y a des codes. Il y a des codes sacrés, viens pas les briser. Ah, c'était étonnant. On n'est pas en making-of, quoi. Et là, je me suis dit, Jon Moxley et Copp, oh, mais à aucun moment, j'ai envie d'être dans leur godasse. Pas après le show qu'on vient de vivre, quoi. Ah non. Jon Moxley qui défend le championnat AEW, qui est toujours planqué dans une manette contre The Rotterdam Superstar Copp. Bon, il faut s'y faire. Bon, les gens, ils ont encore chanté son thème. C'était pas aussi vivant que l'Australie pour les gens qui chantent le thème de Copp. Mais ça fait plaisir, ça lui donne de l'énergie. On aime bien notre petit Adam Copeland. Copp, on a toujours un peu de mal à s'y faire, mais... Ok. Il est dans une position justifiée. L'histoire qu'il a racontée avec Jon Moxley ces dernières semaines était cool, étant donné que Moxley, il y a toujours des interventions de toute sa tribu, des Death Riders pour le faire gagner ses matchs. Bah, il les a tous niqués les uns après les autres. Tous, sauf un. Wheeler Yuta, qu'il a épargné. Parce qu'il lui a fait la morale. Et il l'a épargné. Et je me suis dit, la ficelle, elle est quand même longue comme mon bras, à qui tu rajoutes un bras et tu rajoutes un autre bras et plein de bras. Et évidemment que Wheeler Yuta allait s'impliquer derrière. Bon. Mox, par contre, il vient seul au ring. Et ça, oui, c'était un petit peu étonnant. Il vient tout seul avec sa mallette. Dans la mallette, il y a la ceinture. Dans quel état elle est, la ceinture? La mystique, la storyline des Death Riders qui n'en finit plus. J'en ai marre. J'avoue, j'en ai marre. Donc je me suis dit, si ça se trouve, là, ils font un gigantesque overbooking dans la fin de match. Shane McMahon débarque, on n'en sait rien. Mais donne-moi un élément qui révèle. Je l'avais dit au dernier qu'est-ce qui s'est passé sur Elite Wrestling. Donne-moi un truc à bouffer. On n'a pas de truc à bouffer là dans cette storyline. Ça, on n'en peut plus. Alors c'est bien, il y a de l'animosité entre les deux et ils connaissent leur sujet, Jon Moxley et Copp.
On sait se mettre en sécurité, raconter une histoire avec le cop qui bataille, qui essaye de revenir. Un Moxley qui est très très fort pour faire passer toute son agressivité. J'ai pas grand chose à redire. À part que c'est long, quand même. C'est long. Bon là, il y aura de l'overbooking. Overbooking compris, le match a duré en tout et pour tout 26 minutes 30. C'est long. C'est un peu long. Alors on fait un petit peu de suspense, tu vois. Il y a un execution qui arrive assez vite, qui n'obtiendra qu'un compte de 2. On résiste dans le Bulldog Rear Shock. Adam Copeland, de manière désespérée, il arrive à s'en sortir, à toucher la corde. Ok, on se doutait que la fin de match n'allait pas arriver là. Moxley veut intégrer une chaise dans le match. De ce fait, il est à la bourre sur un gros move de S. Je sais plus s'il avait porté une spear ou autre. Il est pas là pour compter. Et puis il se fait pousser. Edge, il se fait pousser. Enfin, Edge Cop. Sexton Hardcastle, il se fait pousser dans l'arbitre. De ce fait, ref bump. Bon, à partir du ref bump, je le fais, c'est la classique. Ficelle, très facile, pour faire intervenir tout le monde et n'importe qui. Ça ne va pas manquer. Il y a Moxley qui gride un peu. Il peut porter 3 fois le concerto. Il vient ramène 2 chaises, il veut faire un concerto à Edge. Ce qui est logique. Edge, il a buté tous les autres membres des Death Riders avec des concertos. Et je sais pas ce qu'il fout. Il a pris la position 3 fois avant de mettre le coup. Et de ce fait, Edge, il l'a contré. Il tourne, il lui met un coup de pied, hop, c'est contré. Il refait des moves, tout ça, ok. Les 2 mecs sont down. Wheeler Yuta, il arrive. Wheeler Yuta, bon, très beau focus sur Wheeler Yuta. Wheeler Yuta, je trouve qu'au niveau des émotions, ça marche très très bien. Il a quand même cette espèce de visage, le bouton noir de Death Rider, on sait pas trop, est-ce qu'il trahira un jour, mais non. Il a le choix, est-ce qu'il va attaquer Moxley ou est-ce qu'il va attaquer Cop? Il a attaqué Cop, bien évidemment, malgré tout ce que lui fait subir Jon Moxley, il y a le syndrome de Stockholm qui est beaucoup trop présent. Bon, ça surprend qui en réalité? Passons à la suite. La suite, c'est Jay White, bien sûr, le pote de Cop qui vient faire le save. Et là, je me suis dit, Jay White, qui aide Cop quand même depuis longtemps et qui lui grille la priorité pour aller chercher le titre alors que c'est son focus principal. Jay White, j'attendais un swerve. Je pensais que c'était lui qui allait donner la victoire à Moxley. Intentionnellement, parce que Cop lui casse les couilles. Il a récupéré la mallette, il voulait frapper Moxley, mais le plan de caméra voulait tout dire. Il a frappé à la Blast Cop par accident. On le voit sur sa tête, c'était un accident. Wheeler Yuta revient, les mecs se bagarrent jusque dans les coulisses, on les verra plus. Donc j'ai fait, on oublie la ficelle Jay White, on oublie. Jay White, Wheeler Yuta, ils se sont neutralisés. Donc c'est bien, on va peut-être terminer ce match à la régulière. Mais le public, il attend un truc. Tu le sens, il attend un truc, il y a des faux finishes encore, mais ça attend un truc. Edge, il parvient quand même à porter, je crois, 2 spears ou peut-être 3 d'affilée. Et là on se dit, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter de remporter la victoire. Il y a un compte de 1. Ah oui, il y a l'arbitre qui revient aussi entre deux, voilà. Il y a un compte de 1-2 et un mec en capuche, le Capuche Club, tire le pied de l'arbitre. Et le mec en capuche, c'est Christian. Ah ouais, c'est vrai qu'il est là, lui. Christian, il est venu avec son satané contrat, là, qui lui donne une opportunité de cash-in, hein, comme un Money in the Bank, bien évidemment. Et en fait, il utilise son opportunité de venir là. Et Edge, il devrait être vénère, tu vois, pour le truc. Et en fait, Christian, il est malin, il rentre dans le ring, il met une spear, il a un compte de 2, il fait l'unpreacher. Moxley, il est dans les parages, il vient casser le tombé, et il vient faire son Bulldog Rear Shock sur Christian. Le match est devenu officiellement un triple threat. Bon, c'est un triple threat, ok? Enfin, c'est un triple threat, c'est une appellation WWE. C'est un combat three-way, les commentateurs ont dit three-way. Seule chose que j'ai bien aimé sur le Rear Bulldog Choke, c'est que Christian, il va poser sa main sur Edge. Et l'arbitre va tenter le tomber. Je voulais tellement qu'il y ait 3. Je sais pas si vous l'avez eu, cette envie à ce moment-là, qu'il y ait 3 comme ça. Qu'il y ait un compte de 3, Edge se dégage, par réflexe. Mais par contre, il reste mort. Et Moxley continue de mettre de la pression sur un Christian qui est pourtant un peu frais. Et il tape. Il passe out. Et Moxley reste champion. Je me doutais que Christian allait foirer. Je me doutais que Christian il allait foirer, que ça allait pas convertir. Christian, champion AEW, ça ferait plaisir, je pense, à pas mal de gens quand même. Univers Catch. Pense à vous, très très fort, bien évidemment. Mais ouais, là, il est surtout venu pour protéger Edge, encore une fois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repart sur du Edge Christian par la suite. Cop, il veut
Toujours pas prendre un pin, il veut pas perdre, c'est... Bah, tu vois, je vois CTR dans le chat qui dit Copeland le politicard, mais en même temps, il donne souvent le bâton pour se faire battre. Et, bah ouais, ça paraissait un peu flat, et c'est là où je vais râler. C'est là où tout le point de ma rage va être présent sur ce truc, ce match qui a duré 26 minutes. C'est qu'il y a un tel niveau de qualité in-ring et d'investissement émotionnel dans ce que font des Will Ospreay, des Kyle Fletcher, des Kenny Omega, des Konosuke Takeshita, des Swerve Strickland, des Ricochet, des Adam Page, des MJF, Copeland et Jon Moxley. Là, c'est l'heure de vous mettre sur le bas-côté, quoi. Mettez-vous sur le bas-côté. Ils ont ce côté star power que les autres n'auront pas, parce que c'est des anciens WWE, c'est des anciennes grosses stars, etc. Ils ont des statuts beaucoup plus protégés. Mais, à mon sens, surtout en 2025, c'est aussi un truc qui a peut-être tué à petit feu à l'époque la WCW. Et je déteste, vous le savez à quel point, faire des comparatifs avec la WCW qui est morte. Bon, pour d'autres raisons. Mais ce qu'on aimait bien à la WCW, en plus quand même du Star Power, de Sting, voilà, c'était trop cool, la NWO, voilà. C'était cette putain de mid-card où il y avait des nouveaux talents qui émergeaient, qui étaient trop cool. Avec des Eddie Guerrero, avec des Canadiens dont on peut plus reparler. Et ça, WWE s'en est servi et on en fait des grosses stars. Putain de Tony Khan va le faire tant qu'il est chaud. Et je crois qu'ici, unanimement, assis autour d'une table ou peu importe, beaucoup de fans de catch, si c'est eux ta cible, et pas plus le mainstream, si ta position c'est le catch avant le cinéma, on va dire, mets un titre autour d'un Kyle Fletcher, mets un titre autour d'un Will Ospreay. Et j'ai même envie d'insister en disant à Kyle Fletcher, fais un truc de nouveau, tu vois. Non, faire revenir Danielson. Mais même Danielson, je suis prêt à passer à autre chose, tu vois. Et pourtant, Danielson, Dieu sait à quel point c'est mon catcheur préféré. Mais c'est ces gens-là maintenant qu'il faut mettre en haut de la carte. Cop, c'est gentil. Alors, je pense, gros comme une maison, qu'ils ont fait cet angle pour faire Cop contre Christian une dernière fois. Et les deux mecs vont prendre leur retraite en même temps. Les deux mecs vont partir en même temps. J'ai l'impression que pour Cop et Christian, c'était un petit peu le salut final avant de faire la dernière danse et de dire au revoir. Je crois qu'on est très proche de ce moment. Et c'est pour ça que je nuancerai ce que je vais dire sur ce main event si dans quelques mois, l'avenir me donne raison. Et ça sera beau, la fin de Christian et Edge. On pleurera, on sera ému, on leur dira merci pour tout. Peut-être qu'à All In au Texas, c'est fini pour eux, et voilà, et on n'en parle plus. Mais si les mecs lâchent pas le rinté et que dans 2 ans, on parle encore de Christian, de Edge qui sont en haut de la carte, avec tout le respect, il y a des Hangman, il y a des MJF, il y a des Swerve, il y a des Ricochet, il y a Kenny Omega encore qui assure toujours autant, Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher. Voilà. Ils vont faire un run en tag, on n'en sait rien. Ils vont battre leur business peut-être. Je sais pas. Il y a un gap. Il y a Jean Blanc, Jay White, bien sûr, n'oublions pas Jay White. L'avenir de Moxley, c'est quoi pour toi ? En fait, Moxley, je pense qu'il est... Je sais pas quelle influence il a dans l'écriture de son programme. Je pense qu'il en a une petite. J'ai juste envie de te dire, frérot, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue. Il y a un mystère. Il est toujours là plusieurs mois plus tard, plusieurs mois après. Mais c'est pas la meilleure idée que t'aies eue. Le show ne s'arrête pas là pour autant. J'ai fait cette petite analyse, mais le show s'est arrêté sur une petite note d'espoir. Prince Nana est venu confronter Jon Moxley lorsqu'il partait, lorsqu'il quittait l'arène. Et Prince Nana, il est venu en qualité de manager de celui qui est désormais l'aspirant numéro 1 au titre. Quand j'ai vu l'attroupement entre les deux hommes, je me suis dit, oh, ce serait immense que Swerve il saute du balcon. Et Swerve, il était sur le balcon, il saute du balcon, et on terminera quand même sur un feel good moment à la fin avec Swerve qui pose, la pose légendaire de Swerve. Et évidemment, Swerve Strickland, sauve-nous, quoi. Strickland, Moxley, ça peut être très chouette. Ça peut être un excellent match. Si vous êtes un peu déçu en ce moment des perfs de Moxley, qui pourtant, et encore une fois, je le rappelle, c'était pas mauvais contre Cobb, c'était pas mal.
C'était honnête, c'était décent ce qu'ils ont fait. Mais quand t'es chez All Elite Wrestling en premium live event, mais quand t'es chez All Elite Wrestling en pay-per-view, t'as d'autres attentes que du ok. Les attentes, elles sont grosses parce que eux, leur force, c'est le in-ring. C'est les capacités athlétiques de fou et les limites qui sont toujours repoussées. C'est pour ça que tu regardes pas WWE et AEW de la même manière. Quand je regarde AEW et que je regarde WWE, il y a un conditionnement qui est totalement différent. Pareil quand je regarde New Japan, pareil quand je regarde Stardom, pareil quand je regarde des promotions un peu plus mineures, pareil quand je regarde WXW en Allemagne, il y avait le Golkarat, c'était super. Bravo One Call Menders, même si Aura, bon, on aime bien Aura. Aigle Blanc, bon, il a perdu. Kuro, il est nul. Mais quand même, tout est différent. AEW Revolution, ça sera mon mot de la fin. Merci pour cet excellent pay-per-view. À un moment où, en effet, l'autre compagnie a le buzz de zinzin, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est dommage, parce que le dernier truc que tu retiens toujours d'un pay-per-view, c'est sa fin. C'est sa conclusion. C'est le dernier match. C'est le moment le plus important. Changeons les cartes du main event. Faites la révolution. C'était pas la révolution à révolution. La révolution était plus basse dans la carte. La révolution, on l'attend en pinacle de la soirée. C'est tout pour WAM. Il y a Dynasty qui arrive au début du mois d'avril. Ça va aller très très vite pour la construction de Dynasty. Et il y a Double or Nothing qui se fera à Phoenix en Arizona, si je dis pas de bêtises, qui risque d'être aussi très important. Je vous fais des gros bisous, YouTube. Et merci à Twitch de vous avoir suivi. Restez très forts. C'est la fin de ce récap.